Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers amis, bienvenue à la 3e édition de Biashara Africa 2026. Ladies and gentlemen, welcome to the 3rd edition of the Biashara Africa 2026. Merci de participer à cet événement de grande envergure qui est le Biashara Africa 2026. This year, the 3rd edition of Biashara Africa is happening under the theme Powering Africa's Economic Transformation through the AFCFTA. It was my honor to co-host the 1st edition of the Biashara Africa 3 years ago in Cape Town, and it is my honor to do it here in West Africa, in Togo, a region that I hail from. But I will not be occupying this stage alone for the next 3 days. I will be joined by my sister from South Africa, the one and only Lerato Mbele. Et c'est vrai qu'on a, en quelques années, qu'on est passé d'une vision, d'un rêve, d'une imagination à quelque chose de concret. Et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Les négociations sont enfin terminées, la phase d'implémentation peut enfin commencer. Et comme le disait Lerato tout à l'heure, c'est vrai que ce projet de marché unique africain, il est pour les Africains. Il est dans l'idée de transformer économiquement le continent de manière inclusive. Pas seulement pour les personnes qui font du business, les personnes qui font partie des grandes entreprises, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises, aussi pour les femmes, mais aussi pour les enfants, les jeunes, ceux qui font finalement la société africaine d'aujourd'hui et de demain. So without further ado, I'd like to introduce our first speaker to welcome us, the Minister of Economy and Strategic Monitoring for the Togolese Republic, the Honourable Badanam Patoki. On behalf of the host government, we welcome you, sir. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Excellences, Monsieur Issoufou Mahamadou, ancien président de la République du Niger, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, ministres et ministres délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chargés d'affaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet, secrétaires généraux des administrations et entreprises publiques et privées, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées consulaires et patronales, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers participants, j'éprouve un réel plaisir de souhaiter à tous les participants, la cordiale bienvenue à Lomé au Togo, à l'occasion de la 3e édition du Forum d'affaires de la ZLECAf, j'ai nommé Biashara Africa. Je voudrais rappeler que Biashara Africa est un forum dédié au commerce et à l'investissement en Afrique, organisé dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il constitue une plateforme de dialogue entre les secteurs publics et privés africains, les multinationales et les acteurs de l'économie africaine pour stimuler le commerce intra-africain et le développement du continent. Après l'Afrique du Sud, qui a organisé la première édition en 2023, et le Rwanda, la 2e édition en 2024, l'honneur échoit au Togo d'accueillir aujourd'hui la 3e édition de ce grand rendez-vous
du secteur privé africain. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués participants, permettez-moi de rappeler que l'accord portant création de la ZLECAf, signé le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, est entré en vigueur le 30 mai 2019, ambitionne notamment la création d'un marché africain unique et libéralisé pour les biens et services, la facilitation des investissements, la promotion d'un développement durable et inclusif, le renforcement de la compétitivité des économies africaines et la promotion d'un développement industriel des États parties. L'opérationnalisation de la ZLECAf a été effective à travers des instruments tels que les protocoles juridiques et les outils opérationnels, comme le livre électronique des tarifs, le manuel des règles d'origine, le système panafricain de paiement et de règlement et une plateforme de signalement des barrières non tarifaires. Il importe de mentionner également l'Observatoire africain du commerce, les comités nationaux de mise en œuvre, d'initiatives du commerce guidé, les foires et les forats d'affaires. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour mieux tirer profit de son appartenance à la ZLECAf, le Togo compte activer plusieurs leviers d'action contenus dans sa stratégie nationale de développement. L'ambition forte affichée est de transformer le pays à travers le développement d'un tissu industriel moderne et compétitif par la création de véritables industries extractives et transformatrices, la mise en œuvre de sa position stratégique de hub logistique et de services, de port d'entrée de la sous-région ouest africaine, de places d'affaires et de grandes rencontres internationales. L'accent est également mis sur une politique économique centrée sur l'émergence des très petites et moyennes entreprises, le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, le développement du secteur privé et le renforcement de l'attractivité du pays aux investissements. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, chères femmes et hommes d'affaires, la participation au Biashara 2026 offre des opportunités de premier plan, à savoir, premièrement, renforcer le réseautage en enrichissant les carnets d'adresses, signer des contrats d'investissement et de partenariat stratégiques à travers une participation active aux rencontres B2B. Deuxièmement, renforcer la visibilité des entreprises, produits et services par une participation à l'exposition sur l'esplanade du Palais des Congrès. Et troisièmement, formuler des approches pertinentes pour la construction d'une économie africaine forte et résiliente à travers des débats enrichissants lors des panels. Au-delà des travaux, je voudrais vous inviter, chers participants, à profiter de votre séjour au Togo pour découvrir davantage le pays, surtout la ville de Lomé et ses environs, en souscrivant aux offres de circuits touristiques spécialement conçus pour vous. Ne manquez pas également de faire un tour au grand marché de Lomé
pour vous procurer des souvenirs du Togo, surtout l'épargne de nos laborieuses et formidables Nana Benz. C'est sur cette invitation que je voudrais clore mon propos en souhaitant à toutes et à tous un agréable séjour au Togo, pays de paix, d'hospitalité et d'opportunités, et surtout de fructueux échanges lors des panels. Vive l'Union africaine, vive la ZLECAf. Je vous remercie. Je vais maintenant, sans plus d'attente, accueillir notre prochain speaker, notre prochain intervenant dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture. I'm now going to welcome our next speaker. The statement will be done by Dr. Jumoke Oduwole, Minister of Trade, Industry, Trade and Investment of Nigeria, and incoming chair of the Council of Ministers of the AFCFTA. If you could please, ladies and gentlemen, give her a warm round of welcome as she joins me here on the podium to give her opening statements. Your Excellencies, the President of the Republic of Togo, the former President of the Niger Republic, other senior officials of the host government, and the good people of the Republic of Togo, my colleagues, honorable ministers, the Secretary General of the AFCFTA Secretariat, business and industry leaders, particularly Afreximbank President and several other close associates from the African Union and elsewhere, distinguished delegates, the private sector, the media, ladies and gentlemen, good morning. I'm delighted to join you at Biashara Africa 2026, a platform that continues to convene key stakeholders shaping the future of African trade and economic transformation through the African Continental Free Trade Area. Biashara means business, and business is the engine that is driving Africa's industrialization, expanding intra-African trade, creating jobs for our youth, empowering women and MSMEs, and strengthening the resilience of our economies. We often say what we believe. Africa's future will not be imported. It is being built, traded, and financed into being within Africa by Africans for Africa. The momentum we have witnessed across the continent over the past week gives life to those words. The recent Africa Forward Forum and the Africa CEO Forum both underscored a growing consensus. Africa's economic future depends on deeper integration, stronger regional value chains, and a private sector empowered to compete globally. The message from those engagements was clear. Africa must trade more with itself, led with vested African capital, and create the conditions for African businesses to scale across borders. Realizing the AFCFTA's full potential requires strong political commitment, coordinated implementation, and sustained partnership between governments and the private sector. In this regard, the AFCFTA Council of Ministers, which I currently chair, plays a critical central role. As the principal decision-making body providing strategic oversight and policy direction, the Council remains committed to ensuring that the AFCFTA agreement delivers tangible results for African businesses and citizens. Our mandate is now urgent. Africa cannot trade at the margins of the global economy while neglecting trade within its own borders. We must build regional value chains
support African production, and unlock the immense power of our single market of over 1.4 billion people. There is literally no time to waste. Therefore, our expectations from this forum is clear. We expect practical, business-driven recommendations for policy directions and actions that can accelerate the implementation of the AFCFTA. We expect stronger partnerships between governments, financiers, and the private sector. We expect frank discussions that identify concrete solutions to persistent barriers, including logistics, standards, access to finance, and market information. And perhaps above all, the movement of African people in Africa. This is a recurring theme that at all levels of private sector, including leading investors like Alhaji Aliko Dangote and Dr. Abdulsamad Rabiu, have raised. Trade starts with communication, trust building, and relationships. As governments, we must first welcome each other into our countries and facilitate connection opportunities. Last night, 2 ECOWAS passport holders from Nigeria and Ghana, who had also happened to have European passports and traveled here from Europe yesterday, were not allowed to enter Togo with their national ECOWAS passports. They had to apply for and were given visas for 24 hours on their foreign passports. One of them, an investor in the financial services sector with businesses in Nigeria and Ghana, said to me that he would not consider investing here. We had not yet left the airport, and his investment decision was already concluded. This is not a Togo problem. I led Ease of Doing Business in Nigeria for 9 years, and these problems persist across the continent. To be honest, the situation where a European would have to be asked to process a visa on an African passport in a European country within the EU would never occur in Europe. This is a live example of the real issues that we still contend with on the African continent as we strive to actualize this agreement. It was truly saddening to witness, in spite of the best efforts of our gracious hosts and colleagues from the government of Togo. As the AFCFTA Council of Ministers prepares for its next meeting in Abuja in the last week of June 2026, we expect this forum to catalyze political will and actionable ideas that will help solve such challenges and expand opportunities for African businesses. The resolutions we make here today will form the agenda for deliberations that will secure Africa's competitiveness and prosperity for generations to come. The AFCFTA is Africa's most important strategic response in the wake of current global realities. Those of us who innovate, collaborate, invest, produce, and trade across our borders are shaping the trajectory of Africa's growth story. Africa first. Join us today. Thank you for your attention. Mesdames et messieurs, sans plus de transition, sans trop attendre, je vais vous demander à présent d'accueillir la dernière série d'interventions dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture, avec les remarques d'ouverture de Son Excellence, le secrétaire général du secrétariat de la ZLECAf, Wamkele Mene, His Excellency Wamkele Mene. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander de l'accueillir chaleureusement. Your Excellency, President of the Council of Ministers, President Nyasimbe, Your Excellency, President Mahamadou Yusufu, former President and champion of the AFCFTA,
accompanied today by his wife, Your Excellency President George Elombi, President and Chairman of the Board of Directors of Afreximbank, Honorable Professor Komi Klaso, President of the National Assembly of the Togolese Republic, Honorable Barry Baku, President of the Senate of the Togolese Republic, Honorable Minister Badanam Patoki, Minister of Economy and Strategic Monitoring, Honorable Minister Dr. Oduwole, Minister of Industry, Trade and Investment of the Federal Republic of Nigeria and incoming Chairperson of the Council of Ministers, Honorable Ministers from the host government, Honorable Ministers from across the length and breadth of our continent, the Deputy Secretary General of the OECD, His Excellency František Rosička, Madam Kanayo Awani, Executive Vice President of Afreximbank, Madam Pamela Coke Hamilton, Executive Director of ITC, the heads of competition authorities, Mr. Tarek Mossad, President and CEO, Middle East Africa Hyundai Motor Group, Dr. Yao, Vice President, U.S. Chamber of Commerce, Madam Shuti Mbabazi, Africa Managing Director of Better Than Cash Alliance, Madam Joy Katagegwa, Director, Regional Integration Coordination Office, African Development Bank, ably representing the President of the bank, Your Excellencies Ambassadors and High Commissioners, business leaders, members of the AFCFTA Advisory Council, members of the AFCFTA Adjustment Fund, distinguished ladies and gentlemen, my colleagues from the Secretariat, the senior leadership of Afreximbank, and senior leadership of the Togolese Republic. It gives me great joy and pleasure that we are here today at the commencement of the third edition of Biashara Africa. I want to start by expressing my very sincere appreciation to His Excellency President Gnassingbé, President of the Council of Ministers, as well as the government and the people of Togo for convening this event and hosting us, extending to us all the facilities that I know will enable the ease of our work. When I came to present the idea to His Excellency the President some time ago, without hesitation, His Excellency the President agreed. I therefore wish to appreciate the government and the people of the Togolese Republic for graciously hosting this edition. In many respects, Togo is a natural host for this edition because of the aspirations of the AFCFTA that are reflected in the success of this country. The success of the Togolese Republic is a vital artery of the Abidjan-Lagos corridor, which is anchored by the port of Lomé that enables access to global markets for the sub-region and also countries that are landlocked, such as Niger and Mali. The fact that the Togolese Republic is rapidly becoming the center of financial services, as exemplified by the presence of leading financial institutions in Africa, such as EcoBank and others, and of course the fact that the Togolese Republic is an air traffic hub, not just for the sub-region, but also for the Central African region. All of this demonstrates that size of the country matters not, that population size of the country matters not. Certainly, all of this demonstrates in very clear terms that in order to turn ambition into success, what is required is just one thing: leadership. And so we wish to congratulate the Togolese Republic
for the success in economic diversification, in trade diversification, as an aspiration of the Africa that we want. I'd like also to make a special appreciation to my dear brother, Dr. George Elombi, the president of Afreximbank, who is attending Biashara Africa for the first time as a new president of Afreximbank. I deeply appreciate the partnership between Afreximbank, AFDB. I deeply appreciate the partnership between Afreximbank and the AFDB. Unfortunately, my other brother, Dr. Sidi Ould Tall, is not able to be with us today. I must say, it is gratifying to have two senior brothers who are bankers because they have a lot of money. I'd also like to thank our partners and friends who have traveled from afar, from the US, from Dubai, and of course from the length and breadth of our continent to be here with us today. I want to extend my ever-present appreciation to His Excellency President Issoufou for his continued support and his leadership. I extend a special appreciation and welcome to the private sector, to small medium enterprises, to young people that are here today to celebrate Biashara Africa 3rd edition. Your presence here as entrepreneurs, young entrepreneurs, SMEs, demonstrates and reflects our shared commitment to building a more integrated market in Africa driven by the private sector. Biashara Africa continues to provide an important platform to reflect on the progress of Africa's economic integration journey, particularly from the perspective of young people, SMEs, to exchange views on emerging challenges and opportunities under the AFCFTA. Since our establishment by the Assembly of Heads of States and Government in April 2020, Africa's economic integration agenda has made steady progress. Of course, challenges remain: the cost of infrastructure, the cost of transport and logistics, the cost of trade finance, free movement of persons. All of these challenges will continue to remain with us for some time. However, what was once viewed largely as an ambitious continental vision, which some described as merely a diplomatic exercise, is steadily becoming an operational reality. Our detractors once told us that Africa does not have the determination and the resolve to confront her challenges that are associated with the fragmentation of a market. I'm very happy today that through the leadership of our heads of states, the political will and leadership of heads of states across the African continent, the determination of ministers of trade, the level of political commitment that was required to ensure that this indeed becomes a reality is unprecedented. To date, 50 state parties have ratified the agreement establishing the AFCFTA, reflecting broad continental ownership of this integration agenda. 26 of these state parties have actively started trading under the rules of the AFCFTA, demonstrating that the rules of the AFCFTA are indeed relevant to the market that we wish to build. All of this has resulted in a record intra-Africa trade reaching $220 billion in the year 2024, a 12.5% increase from the year before, according to the Intra-Africa Trade Report of Afreximbank. Intra-Africa trade is projected to reach $230 billion by the year 2027. This progress is increasingly reflected in the data that we see. The United Nations Conference on Trade and Development's Global Trade Update estimated that global trade at approximately $35 trillion in the year 2025 was driven largely by developing countries
with the African continent amongst the regions outperforming the global average. This, of course, supports the Intra-Africa Trade Report of Afreximbank that also points to the same direction. What we are observing now is compelling evidence that trade under the AFCFTA is indeed taking place. The experience of the Guided Trade Initiative demonstrated that commercially meaningful trade under AFCFTA preferences is possible and commercially viable. The sharp increase in certificates of origin that are issued over the last years also demonstrates relevance insofar as our economic operators are concerned. Progress on rules of origin, negotiations, including the breakthrough in sectors such as the automotive sector, which is set to drive our industrial development as a continent, as well as breakthrough on textiles and clothing, indicate that the elements that are required to foster and build industrial development in Africa are steadily being achieved. We therefore call, in the area of the automotive sector, we call on the OEMs to play their part to invest in Africa's development, industrial development, and to invest across our continent, whether it is in big economies or small economies. The auto sector local content rules of the AFCFTA are designed so that they are robust enough to enable a competitive auto sector in Africa for the benefit of all economies, big and small, economies that are yet to enter the value chain of the auto sector and those that are mature in the auto sector. I'm very grateful to have the presence of my dear brother Tarek today, the group CEO, president and CEO of Hyundai Motors for Africa and the Middle East region. As this momentum continues, we should be encouraged by the percentage of manufactured and processed, agri-processed goods in intra-Africa trade. It continues to rise, pointing to a most welcome gradual shift away from primary commodities reliance and dependence towards a more diversified and value-added continental market. It is in this regard that the sector of critical minerals beneficiation and domestic processing of Africa's minerals must occupy our immediate attention. The institutional and operational architecture of the AFCFTA that our heads of states established is steadily producing the results that all of us aspire to see. In particular, the introduction of the Pan-African Payment and Settlement System by Afreximbank, with the AFCFTA Secretariat as a sponsor of it in the African Union, has significantly reduced the cost of intra-Africa trade and enables payments for trade in local currency. We also have begun the process of digitalizing and digitizing trade in Africa. We've introduced the electronic tariff book, the online non-tariff barrier reporting mechanism, and the soon-to-be established electronic certificates of origin, which we believe will significantly reduce the cost of trade for our economic operators, for SMEs, for young entrepreneurs. The Adjustment Fund, which Afreximbank capitalized with an initial seed amount of $1 billion, is intended to support implementation of the AFCFTA, primarily through the private sector. It has begun to make disbursements precisely for this purpose. I'm delighted that today the board members of the AFCFTA Adjustment Fund are here under the able leadership of President Ekra. Without the private sector as a co-driver of this ambitious project, the success of the AFCFTA will be constrained. Governments develop the appropriate and permissive regulatory environment, but business makes trade happen. This is why the AFCFTA Secretariat continues to place strong emphasis on private sector development, particularly for SMEs, women-led enterprises, youth-led enterprises, amongst others. Biashara Africa, the
the African Private Sector Dialogue, the Africa Trading Companies, the Intra-Africa Trade Fair, and other forms of targeted support, advisory support to SMEs are some of the tools that we have deployed with our partners to ensure an increase in intra-Africa trade. Of course, we must be under no illusions about the scale of the challenges that we will continue to confront as we implement this agreement. Infrastructure deficits, estimated to be at over $150 billion annually, the high logistics costs that I referred to earlier, border inefficiencies, limited productive capacity, particularly in the area of industry, and the persistent trade finance gap continue to constrain intra-Africa trade. Many African businesses, particularly SMEs, face these difficulties on a daily basis, particularly in relation to affordable trade finance. But these challenges, the cost of infrastructure, the cost of transport and logistics, the absence of harmonized customs systems throughout our continent, these challenges, my comrades and friends, must not define our resoluteness to contribute to the mission, the historic mission, and the duty to fundamentally restructure the economy of our continent. These challenges underscore why implementation must now focus and accelerate trade facilitation, infrastructure development, trade finance, amongst others. So as I draw to a close, let me observe what is all too obvious for all of us, that we convene during a period of unprecedented global turbulence, a multiplicity of unlawful wars, rising protectionism, geopolitical fracture in supply chains, and accelerated attempts to weaken the multilateral trading system, imperfect as its rules are. It offered a rules-based trading system, not the current trade law of the jungle that we're witnessing today. I am grateful to our heads of states that amongst all of this, these global challenges and these externalities, they have directed that Africa must move yet faster to eliminate intra-Africa trade and investment rules. And so as we see rising protectionism across the world, we see a concerted effort under our leaders to eliminate intra-Africa barriers to trade and investment. So all of these headwinds, all of these challenges, all of these externalities will test our resolve as a continent. We should be in no doubt that as a result of these externalities, our historic task of moving ever closer to economic integration will be rendered more difficult, but certainly not impossible, and yet will be rendered even more essential given the adverse global conditions. These adverse externalities compel our continent to eliminate excessive dependence on others, to build a domestic market through the AfCFTA in order to reach the objective of economic resilience, and more importantly, to advance on our noble ambition of industrial development and economic sovereignty. In his seminal work, Professor Adedeji, the erstwhile Executive Secretary of the United Nations Commission on Africa, who pioneered the African Alternative Framework to Structural Adjustment Programs, which of course were imposed on our continent, wisely counseled, and I quote, "Africa has to break the apron strings of structural and relational dependence on producing a limited number of cheap primary commodities for export," end quote. Therefore, my comrades and friends, the mission for us is clear. The vision has been articulated since May 1963. It falls upon you and I to move forward our continent to industrial development, economic prosperity amongst countries of our continent.
Once again, I want to thank you very much, Your Excellency President, for enabling us to be here today. I thank you. Thank you, Your Excellency SG Wamkele Mene. Merci à vous, SG du secrétariat de la ZLECAf, Monsieur Wamkele Mene, pour ces remarques d'ouverture qui, je pense, rappellent une fois de plus l'importance de la collaboration. Si l'on voit aujourd'hui, 6 ans après la création du ZLECAf, des progrès, des réalisations, c'est parce que différents acteurs se sont mis d'accord, qu'ils ont montré quelque part une volonté, mais aussi qu'ils avaient les moyens de mettre en place des changements et des réformes. Nous avons la collaboration donc des gouvernements africains qui ont ratifié le pacte de la ZLECAf, qui ont accepté de mettre en place les différentes régulations qu'il faut pour pouvoir arriver à ce marché unique africain. Nous avons également les institutions financières et de développement qui sont là pour soutenir ce projet. Et nous avons évidemment le secteur privé, à la fois formel mais aussi informel, parce que nous le savons, en Afrique, nous avons des opérateurs qui sont dans l'informel et qui sont le moteur finalement de notre économie et de celle que l'on veut voir dans les prochaines années. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre notre programme et avant de donner la parole à nos chefs d'État qui sont ici pour aussi partager leurs remarques quant à l'ouverture de ce 3e sommet, de la 3e édition de Biashara Africa, nous allons avoir une conversation qui est essentielle à ce stade du programme. Je vais inviter dans quelques instants Dr George Elombi, le président de Afreximbank, à me rejoindre pour avoir une conversation autour de la question centrale qui est comment est-ce que le business, comment est-ce que les entreprises africaines, grandes, petites, mais les grandes surtout, mais aussi les institutions financières peuvent aider, accompagner le projet qu'est la ZLECAf et faire en sorte qu'on arrive finalement de manière concrète et tangible à ce marché unique africain. Je vais vous demander donc beaucoup d'attention pour cette première conversation, ce fireside chat que nous allons réaliser dans quelques instants. Et je vais vous demander surtout d'accueillir le président d'Afreximbank sur le podium, Dr George Elombi. Dr George Elombi, vous êtes quelqu'un qui a une carrière à Afreximbank. Ça fait 15 ans que vous opérez dans la banque. Et il y a un peu moins d'un an, vous avez succédé au président Dr Benedict Oramah en tant que président d'Afreximbank. Mais vous faites partie de la maison, vous connaissez le projet Afreximbank et également à quel point est-ce que le projet d'Afreximbank est lié au marché africain unique et à la ZLECAf en quelque sorte. Je vais vous poser des questions en français et en anglais, on verra comment on va faire. Parce que Dr George Elombi est parfaitement bilingue, mais on va faire comme vous souhaitez bien sûr. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on pourrait parler de la façon de dépasser le momentum politique? The AfCFTA has generated, we know, significant political momentum, but implementation remains somewhat slow. What now needs to happen to translate the agreement into real economic transformation? Maybe perhaps il faut peut-être commencer par remercier notre frère Wamkele pour nous avoir invités ici pour cette rencontre et peut-être for the others to say thank you to the President of the Council for being able to come here with President Issoufou. Your presence is not just about being here. For us as institutions which you have created using Africa's capital, your presence brings strength in the sense that our competitors, those who look at us from outside and think Africa would never move, then see strength in us because our leaders are always with us. Now, in terms of the Afreximbank's position and in ZLECAf, I think we have now moved from statements to action. It is not the start of when the desire to move from statements to action. It's been a long story since 1963. Everybody recognized that. So we've gone to execution, and execution in very many ways. We do not think that it's been very slow since the ZLECAf. My brother Wamkele just indicated that 50 states, just over 50 states, have ratified the agreement establishing
the free trade area. 50 states have ratified, not signed, ratified. Now we know, and I worked with the Afreximbank agreement for long. It took us a long time to have just 20 states to ratify. So ZLECAf has moved at an extraordinary speed. There is no African instrument that has received 50 ratifications over such a short period. So we think this is a major milestone. By June of last year, over 8,500 certificates of origin had been issued. That again suggests that we've gone into action, and no other African institution or initiative has received this kind of strength. So the conclusion, as we see it, is that it's not as slow as we think. It's been extremely fast. Now this has been to reinforce the trade, the extreme trade between our countries. And as we know, the trade in our countries was not structured to be trade between our countries. It was meant to be trade between our countries and the outside world. And this outside world meant that we didn't have the patterns of payments, the structures that we needed to do the payments between our countries. We didn't put in place the logistics arrangements. Even the customs arrangements did not exist for the goods to move freely from one part of our continent to the other. We did not create the infrastructure for financing that we now have in place with Afreximbank, with the African Finance Corporation, with EcoBank, which is right here on the spot. All that infrastructure didn't exist. It was still in the phase of discussion. We did not have reunified standards for the creation of that trade. For as ministers make the decisions, the standards have to be uniform for the trade to go about. So we then set about things the creation of the free trade area. What we set about first to do with our brother Wamkele was to establish a payment system, the Pan-African Payment and Settlement System. That system now exists. That's action. That's execution. It's no longer words. And it has in it over 160 African commercial banks. Afreximbank itself, as an institution, is working with over 640 African commercial banks. So the intention is to move all these banks into that payment system. Now, but the payment system in itself is unique in many ways. We want to reduce the reliance on foreign currencies as we trade on African goods. So the intention is that if you're selling from Togo to Kenya, then the Kenyan pays you in shillings, the Togolese receives CFA francs, the trade cancels itself out, there is going to be a very small amount left in the settlement, and Afreximbank backs that up. So the payment system is needed because as the goods go about, they have to be paid for. That's a very minimum, and even the Mama Benz understands that. You have to pay for the goods. We also then sat and decided that since the creation of the Continental Free Trade Area, that a marketplace is created. And my own sister, one of our vice presidents at the Afreximbank, Mrs. Awani, who sits here, was given the responsibility to create an intra-African trade fair. That fair exists. It's now very vibrant. On each, I hope at some point Togo would be able to organize this in Lomé. But on each occasion, it is over $40 billion of deals done on a platform that brings together over 40,000 Africans to trade, online and physically. The last fair was in Algeria. The next one will be next year in Nigeria. And so we must thank the Nigerian Minister of Trade, who is right here, to deal with that. So this was then put in place. Now, let's speak reality. The vision has been there. The African heads of states in 1963, when they established the African Union, the very first thing they did was decide that we create a Pan-African payment and settlement system.
It's taken us long, but it had to take the existence of the free trade area. President Issoufou, we have to thank you for championing that. It had to take the creation of the free trade area for us to come to terms with it and to establish this Pan-African payment system. Now, the same African Union heads of states in 1963 decided that we create an African trade fair. So the vision was there. It was already there, yeah. The leaders give the vision, they make the decisions with ease. I can tell you that we made them every now and again. The ministers and the heads of states, to make those decisions with ease. The execution is usually the challenge, and that's usually at a lower level. So this decision to establish a trade fair was made in 1963. So it had to take the establishment of the free trade area for Afreximbank to establish a trade fair, which is now functioning on a biannual, it happens twice every year. There is also trade links. We just discussed the question of the logistical movements of goods. We then also decided, following the creation of the free trade continental area, that we would invest significantly much in the trade border controls to ease the trade at the borders. So we're not sitting too far from the border between Benin and Nigeria here. It's a major trade route there. Yeah. Senegal and Mali, Mali and Cote d'Ivoire, Cameroon and Nigeria, and I'm just dealing here with the West African chain. And if you deal with the border on Cameroon and Nigeria, and that on the eastern side of Nigeria, then you open up to the whole of Central Africa. Now, in Southern Africa, it's been faster. It seems they understood it a little earlier. And so Afreximbank is already constructed there, 2 of those border posts to ease the trade. But beyond that, the customs have also been a challenge. And so, in the same, on an experimental basis, I'm now talking about execution because that's your question. N'est-ce pas? Absolument. Vous avez bien parlé de l'exécution, oui, exactement. parce qu'il fallait avancer. Oui. Dans la zone, la sous-région australe, c'est là où nous avons commencé avec ce qu'ils ont appelé les border posts et qu'il fallait bien les traverser. C'est ce que nous avons fait à Bedbridge, qui lie actuellement l'Afrique du Sud au Zimbabwe, et c'est ce que nous aimerions faire bientôt avec la douane camerounaise, nigériane, la douane malienne et sénégalaise, la douane ivoirienne et malienne, pour que ce poste de contrôle soit créé et que cela facilite aussi l'accès au mouvement de marchandises. Bien. Mais il y a aussi ce qu'ils ont, c'est en Afrique australe aussi, que nous avons commencé à titre expérimental, c'était aussi les custom bonds. Ce sont ces instruments financiers que Afrexim émet désormais pour permettre aux marchandises d'évoluer d'un pays à un autre progressivement sans devoir payer les titres douaniers à chaque poste frontalier. Donc cela permet aux marchandises aussi d'évoluer. Ça, c'est de l'exécution. Il ne s'agit plus de principes ou de décisions de parole, comme vous le dites. Donc il s'agit de l'action. Il faut passer à l'action. But all of this would not have been possible if that AFCFTA had not been established to give an additional impetus to what already was in place. We then also then spent some time with the African Council on Harmonization. You have to get the standards correct. Standards are one of the most critical non-tariff barriers for our trade, even our trade abroad. And this harmonization is work we have been doing a lot with ARSO to make sure that there is product standardization. So I have to say that as a whole, it's been an extraordinary success. The Secretariat of the Free Trade Area has produced rules and protocols already on standardized on goods and services
on intellectual property, on digital trade, on youth and women's trade, on a whole variety of areas which is already very strong action. So for all of these, an adjustment front, my brother Wamkele referred to an adjustment fund, so there is action on the ground. It's perhaps not much spoken of, and we would get to that perhaps at some stage when even our journalists begin to understand and our Twitter, social media begin to communicate, so that the public understands that there has been movement. C'est important ce que vous dites, et j'ai envie de le rappeler, d'insister dessus. Vous avez dit que finalement beaucoup des choses qui ont été mises en place, dont le Trade Fair, dont la ZLECAf, sont des projets qui étaient finalement une volonté politique des chefs d'État dans les années 60, ça fait très longtemps. Donc c'est un projet qui a mis du temps à se mettre en place, mais qui aujourd'hui est dans la réalisation concrète, et c'est vrai que c'est une architecture massive qui a dû être mise en place. On a tendance peut-être à minimiser à quel point c'est compliqué d'arriver à tous ces niveaux de standardisation et d'harmonisation. Donc effectivement, il faut mettre en relief le fait que beaucoup de choses ont été mises en place et qu'il fallait tout ce temps. Je vous donne de l'eau. Et qu'il fallait tout ce temps, il fallait le temps qu'il fallait pour arriver à un degré d'harmonisation, de standardisation, pour pouvoir enfin voir le commerce intra-africain à un niveau important, à un niveau marché unique. Ce que vous avez aussi fait depuis que vous êtes devenu président de la banque, c'est vous avez insisté sur la valeur ajoutée, sur l'addition de valeur, sur la bénéficiation minérale, sur l'industrialisation. Ce sont des points qui vous tiennent à cœur. En quoi est-ce que vous pensez que ces points sont essentiels pour le futur de cette transformation économique africaine? C'est une question de création de richesse. Il ne s'agit plus d'une simple question de transformation. Il faut créer la richesse. Et c'est la richesse qui nous donnera les moyens de créer d'autres richesses, de créer davantage de richesses et de ne plus dépendre trop de l'extérieur. Et on pourra donc commercer avec l'extérieur. Parce que ce commerce aussi, il est important. Mais pour commercer entre nous, il faut créer ce que nous allons vendre, n'est-ce pas, et acheter entre nous. Il faut d'abord créer. Et cette création viendra de l'industrialisation. Et l'industrialisation aussi, en 1963, les États africains, les chefs d'État l'avaient déjà noté. Nous ne faisons qu'aborder une question déjà vieille. Et le plan de Lagos, la Lagos Plan of Action, tout cela avait déjà fait partie des discussions, mais il fallait maintenant aller à l'exécution. Et la création de la ZLECAf, il faut le dire, c'était, je crois, c'est un instrument qu'il faut bien exploiter pour voir jusqu'où les possibilités existent chez nous de créer de la richesse. Now, what it does is that we decided to begin to take it on a sector basis, qu'il fallait arrêter de trop en parler. Il fallait aller à l'exécution. Et pour cette exécution, nous ne demandons plus les moyens de l'État. L'État devrait s'occuper maintenant de certaines questions qui sont d'ordre peut-être social, des écoles, des hôpitaux, mais il faut laisser au secteur privé de s'occuper des questions de la création de biens que les Africains vont commercer entre eux. Donc nous sommes allés par filière, par secteur, and we even decided to go on a country-by-country basis. We decided a few years ago that we would begin with the cotton sector. So we took the countries together. Benin, Chad, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, that's what you call the cocoa chain, Cameroon, and systematically we started with them. And we started with Benin before we moved to Togo. And Benin was a really good example of how when the government decides that it wants to do something, It happens. and it puts pressure on the civil servants, la fonction publique, elle nous retarde trop. But when the governments decide to put pressure on the civil servants, it moved. And so we went in Benin, created an industrial zone with our partners, Arise Industrial Platform,
And now we process 40,000 tons of Beninese cotton. Yeah, this is something to acknowledge. But what it means is that Benin is now receiving over $6 billion when it was receiving $800 million. The change is great. C'est 6 milliards contre 800 millions. Ouais. L'écart est énorme. Et ça, c'est pour 10% de ce qui est transformé. Et si vous voulez la preuve, la zone industrielle à Cotonou exporte déjà chez Nike. Nike, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, vous êtes peut-être d'une autre époque, mais Nike, C'est important. c'est C'est pas rien. c'est pareil. C'est pas rien. C'est Non, sûr? c'est pas rien. Ah, ce n'est pas rien. Ouais. Nike, ce n'est pas rien. Nike is the manufacturer of sports equipment, H&M, Zara. So from Benin already, we're exporting to those parties. And I do know myself, having been on the ground, that in Lagos, in the markets, in the street, we're now selling towels made in Benin. And this is for only 10% of what it is due. We have put pressure. Afreximbank has put plenty of pressure, and the plan this year and next year is to move from 40,000 to 100,000 tons of cotton processed in Benin, while at the same time investing $2 billion in Nigeria for the same process, in Cote d'Ivoire, and we're now in contact with the governments in Mali and Burkina, where the cotton production is very high, to see how we can replicate in those countries. But we have to get to a period of about 15 years when African cotton doesn't go out again in the form of fiber. Yes. La fibre, nous ne devrons plus l'exporter. Il faut aller maintenant vers ce qui est déjà transformé. So we begin to export African garments in the place of African cotton. Right. Now this is for cotton alone. And we took on cotton with the creation of the free trade area because that meant we could move the goods easily across the continent. Right. But just before that, we took on wood in Gabon. And it was thought in Central Africa that that wasn't possible. The government said, we're now determined. The first thing they did was ban the exports of the raw wood. So that made it possible for us to get the investment. So there's going to come a time when we will ask the government, the policy has to change. We cannot process cotton in Togo into garments, the way we're now doing with the Ateti Kope industrial platform, and then the government allows cheap cotton to flow in. I was going to say. They have to And then begin- ends up in landfills. And Right? that's Because it. That's also part of the problem. Cotton is And then it ends up in landfills. as in well. landfills. And cotton imports in Africa, c'est à peu près 50 milliards par an of imports. Ça fait une énorme fuite en devises. So if we begin to do that locally, then we keep $50 billion in. And what does that mean? In Cotonou, it means over 50,000 jobs on a daily basis. But those are the direct employment. Only feeding 50,000 people on an industrial zone a day. You know, the mothers who come there to sell food and supply water and other things. It's also an enormous economy. So it's $50 billion per annum that we want to save by processing cotton in our own continent. We undertook wood in Gabon. It's worked perfectly. It hasn't created any problem. And Gabon is making something like 16 times more for a cubic meter of the wood exported than it did before. It's tremendous. It's tremendous. We've decided to take on manganese in the same Gabon and in South Africa. And they have the capacity, the mining capacity in South Africa. So the plan is to go sector by sector, country or groups of country by country, until we begin to make that reality really look real. That's the plan, and we're hoping that the governments will join us in that plan.
not by putting money. We want to promise the heads of state, Your Excellency, the President of the Council, s'il venait vous dire qu'il faut mettre de l'argent public, dites-leur qu'Afrexim vous a dit qu'il ne fallait pas le faire. Cet argent viendra du secteur privé. But it's not just that processing. Cette transformation va avec un écosystème, un environnement structurel bien fait. Il faut les ports, nous pouvons les faire. Il faut les moyens de transport qui lient les zones de production aux ports. Ça va être les routes et les voies ferrières. Mais tout cela est possible parce que la zone elle-même, on n'a plus besoin de l'État, de l'argent de l'État pour le faire. La zone elle-même, le produit, la richesse créée dans la zone fera la base des ressources qu'il nous faudra pour la construction de ces routes, des ports, des aéroports et aussi de l'énergie. Parce que les zones du monde exigent de l'énergie. Mais cet investissement ne devrait pas venir de l'État. Le moyen existe, ce qu'il nous faut, c'est l'expertise et surtout l'appui des fonctionnaires, la bonne foi des fonctionnaires. Une dernière question. Vous avez fait passer un message très important à l'endroit du président du Conseil de la République togolaise, qui est de dire on ne met pas d'argent public sur la table pour ça, on a d'autres moyens finalement de créer de la richesse à partir même des écosystèmes une fois qu'ils sont créés. Si vous aviez un message à faire passer cette fois-ci aux opérateurs économiques, aux patrons de société, ce serait quoi? Ce serait de dire qu'il faut aussi qu'ils comprennent leur implication et ce qu'ils doivent aussi apporter à la table. When you ask me this question, I get the sense that you want us to end very soon. But I can understand the head of the President of the Council and the leaders. Their time is tight, and they have to leave. But it's a tricky question. I'm not now too sure how we deal with that. I think, first, our own experience in the work we did in Benin, in Gabon, in the work we've done in a number of other countries is that the civil service, la fonction publique, is very critical. It's a mindset changed first. There has to be a real consensuous effort on their part to give the approvals in 2 days, not in 2 weeks. If it can be done in 2 hours, it should be done in 2 hours. As fast as possible. Yes. Yes. Not to create all the complications. And I tell you, in the engagements that we have had, the trouble is coming from the civil service. You heard the incoming chairman of the Council of Ministers, the Minister Jumoke from Nigeria, relate the experience in the entry yesterday evening of African citizens on African passports who found it easier to get into the country on foreign passports, or non-African passports. And these are ECOWAS citizens. Yes. So even on an ID card, la simple carte d'identité, il devrait en principe pouvoir circuler librement ici. Absolument. So, but the civil servant has decided against the will of the heads of states who signed all different kinds of documents very freely, against the will of the ministers who are responsible for this, and just out of his mindset, he thinks an African passport is more suspicious than a non-African passport. Now, this is not just here. I come from Cameroon, and I can tell you, sometimes the questions I get asked at the port of entry in Cameroon on a Cameroonian passport make me wonder whether they didn't issue the passport, and I have to ask the immigration official whether they didn't issue it. And so, but this is not at the level at the top, it's at the bottom. That's why I chose to speak to the civil servant. It's a gathering of business people, so it's not the place where you talk civil service. But as someone operating in the business, the civil service is an important Mr. President, part of the this. civil service, it's a real challenge. And you have to find a way to deal with the civil service. They do not execute what the leadership says. Ça a évolué au niveau supérieur, mais il faut encore au niveau de la fonction publique
qu'ils prennent l'ampleur de ce que nous envisageons. Qu'ils exécutent tout simplement ce que les présidents et les chefs d'État passent à l'exécution. The second group, vous me demandez la réflexion, n'est-ce pas? Yes, business people. The second group is the African communicators, the press, and also those on social media. We cannot join the rest of the world to think that every time there is something to report about Africa, it has to be wars here, Ebola there. That's true. Civil strife here. Too many good things are happening. And this conversation which is taking place here, which a sitting head of state, a former head of state, have taken the time to come and sit with the rest of us, this may go unnoticed in the Ivorian press next door, and it may go unnoticed in the Algerian press further up, in the Cameroonian press a little further to the center, or in the South African press. And it will go unnoticed by our social media activists. But I bet you in all the good things happening here in this country, which we have been partners to because we've financed, if one person was arrested somewhere for disturbing, then the press talks about that, and our own pressmen lead that discussion forever. Our own African pressmen, they lead that discussion forever. The mindset has to switch. They can no longer take the cue from foreign news organs to report on Africa. And we think we now have the resources in African institutions to assist them to do. It's a simple mind switch. If you continue to report our continent in a negative ways, then the rest of the world will see us in a negative way. They will not come to invest. We're not asking the press, on ne demande pas à la presse de détourner le sens de certaines choses, mais I think many years ago in France, we watched the Gilets jaunes movement. Yeah. At some point, the French press went silent about it because the negative image of the country it was portraying had become too much to be acceptable. And that's affecting investments, it affects confidence, it affects even our own national confidence. So the press, the Twitter or All the platforms, on the the social media platforms. platforms. Yes. X. platform followers, Yeah. please change the mindset, say something positive about what we're doing, go from the one industrial zone to the other, see what's happening, take those pictures there, put them out, and show an Africa which is positive because too many things are changing already. That's a very good message. Very important message. And the last group, maybe. The last group, Were you going to address also the sort of economic sector, the operationals, the business makers? it is one of the most hungry sectors. Yeah. We cannot speak, we have nothing to say against them or nothing to invite them to do other than do that which they have been doing. Yeah. There is money, just a little more discipline, and some support from the civil service, and we will get there. Thank you. Merci énormément, Dr Georges Elombi, pour cette conversation donc, autour du soutien d'Afreximbank à la zone de libre-échange continentale africaine, mais aussi aux synergies à tous les secteurs d'activité, à tous les acteurs qui doivent participer au changement, non seulement de mentalité, mais aussi à l'implémentation donc, de ce projet qui est déjà en cours. Vous en avez parlé, vous avez montré aussi les réalisations telles qu'elles sont, les zones économiques spéciales, les zones industrielles qui sont en train d'être créées l'une après l'autre. Donc beaucoup de choses qui sont déjà en cours et beaucoup plus qui vont arriver. Et c'est évidemment avec la synergie et la collaboration de tous ces acteurs. Merci énormément pour votre temps. Merci pour vos clarifications, vos éclairages. Thank you, Dr. Georges Elombi, for this fascinating conversation. C'est un plaisir. Thanks very much. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. As we wind down the opening ceremony of the third edition of Biashara Africa, generously hosted by the government of Togo under the leadership of His Excellency, the President of Council, we believe that we should round off this opening ceremony with a little bit of
presidential guidance is what I will say, some insights on the leadership needed for the implementation fully of an AFCFTA and getting everybody singing from the same hymn sheet. Regulators, policy makers, business, entrepreneurs, the laws, the rules of trade, the manufacturers, and Africans believing in this common purpose. Who better than the AU-appointed champion of the AFCFTA and liberalized open accessible economies in Africa, a man who has pioneered this AFCFTA and really advocated quite strongly to get us where we are today. So please welcome warmly His Excellency Mahamadou Issoufou, AU-appointed AFCFTA champion, former president of Niger, and a man who saw the vision long before others didn't. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Monsieur le Président d'Afreximbank, Mesdames et Messieurs, le 9 mai 2026 s'est tenu à Alger la 12e édition du Forum pour l'investissement et le commerce sur le thème « Ensemble, ouvrons les marchés ». Aujourd'hui, 18 mai, nous sommes à Lomé pour la 3e édition de Biashara Africa sur le thème « Stimuler la transformation économique de l'Afrique grâce à la zone de libre-échange continentale africaine ». Le choix du Togo comme pays hôte de cette 3e édition constitue une reconnaissance du leadership clairvoyant du président du Conseil, Paul Yassimbe, dont le pays a une tradition d'hospitalité reconnue par tous. Permettez-moi d'interpréter la proximité de la tenue de ces deux événements, l'événement d'Alger et celui du Togo aujourd'hui, comme la confirmation de l'unicité géoéconomique, géopolitique et géostratégique de l'espace compris entre les rives sud de la Méditerranée et le golfe de Guinée. Je l'ai déjà dit à Alger, il n'y a pas deux Afriques, l'une au nord du Sahara et l'autre au sud. Il n'y a qu'une seule Afrique, celle de l'agenda 2063, celle pour laquelle une vision sur 50 ans a été définie en 2013 par les chefs d'État. La vision, je cite, d'une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans le concert des nations. Cette vision que nous récitons, je dirais, comme un mantra,
à toutes les occasions. Cette vision qui se traduit par la prise en compte des aspirations des peuples africains à l'unité, à la souveraineté, à la paix, à la sécurité et à la prospérité, aspirations identiques partout. D'Alger à Lomé, de Dakar à Djibouti, du Caire au Cap. Excellences, Mesdames et Messieurs, exactement 13 ans après son adoption, on a comme le sentiment d'une insuffisante popularisation d'une ambition qui engage l'Afrique sur 50 ans, qui complète la vision de l'Afrique que nous voulons par la prise en compte des aspirations des peuples africains, notamment l'aspiration à la prospérité, à laquelle renvoie le thème de la présente édition de Biashara Africa. Cette aspiration à la prospérité est prise en compte à son tour, directement ou indirectement, dans 14 projets phares, parmi lesquels la zone de libre-échange continentale africaine, dont l'accord général et les 8 protocoles négociés et adoptés visent tous à la transformation économique du continent. Le protocole sur le commerce des marchandises, sur le commerce des services, sur le règlement des différends, sur la propriété intellectuelle, sur la concurrence, sur les investissements, sur le commerce électronique et le commerce sur les femmes et les jeunes, ou je dirais les femmes et les jeunes dans le commerce. Les États doivent rapidement, dans leur législation nationale, transposer ces différents protocoles. C'est là une des conditions pour que la zone de libre-échange continentale africaine produise son plein effet sur la transformation économique du continent, transformation pour la réalisation de laquelle nous disposons de 2 atouts. Le premier atout, c'est notre actif démographique. Et le deuxième atout, c'est nos ressources naturelles. Récemment, à Alger, je disais que l'un est notre appui et l'autre notre levier d'Archimède. Vous savez, Archimède avait dit « Donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulèverai le monde ». Nous, ce que nous voulons, c'est utiliser ces 2 leviers pour soulever le continent, pour soulever l'Afrique. Selon la charte africaine de la jeunesse, sont considérés comme jeunes tous les Africains dont l'âge est compris entre 15 et 35 ans. Ils sont aujourd'hui 400 millions, constituant la majorité de la population active. Ils sont notre levier. Un levier d'autant plus puissant qu'ils seront éduqués, instruits et formés. Ils sont notre capital le plus précieux, surtout dans le contexte actuel du capitalisme informationnel où la valeur est principalement créée par la technologie, le savoir et la gestion des flux d'informations. Ils sont nos capitaines d'industrie de demain. Ils sont ces consommateurs de la classe moyenne, cette classe moyenne qui favorise stabilité politique et croissance économique, cette classe moyenne qui, selon le principe du partage, selon l'extrême
et moyennes réseaux doit représenter 62% de la population contre seulement 34% aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si, dans la deuxième phase des négociations, un protocole spécial leur a été dédié, eux et les femmes. L'agenda 2063 est le leur. La zone de libre-échange continentale africaine est leur projet. Ils doivent se l'approprier, en faire, je dirais, leur bréviaire, le mât d'Ulysse, auquel ils doivent s'attacher pour ne pas, par ailleurs, céder au chant de sirène des organisations terroristes et criminelles qui les considèrent comme leur réservoir de recrutement. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, un levier, pour être efficace, a besoin d'un point d'appui. Nous en avons heureusement un, nos ressources naturelles, agricoles, minières, énergétiques. Le potentiel de ces ressources est énorme, au point qu'on parle, dans certains cas, de scandale géologique. L'agenda 2063, notamment la zone de libre-échange continentale africaine, vise à faire de ce potentiel non pas une source de conflit, de malédiction, comme c'est hélas souvent le cas aujourd'hui, mais un instrument pour générer la prospérité, pour transformer le continent. La carte des conflits armés et autres crises violentes ne doit plus coïncider avec celle des ressources naturelles. Celles-ci ne doivent plus être exportées sous forme brute avec, dans la plupart des cas, moins de 5% de la valeur du produit fini. Tout à l'heure, le président d'Afreximbank l'a bien expliqué, et c'est pour cela que la promesse de l'agenda 2063, qui met en place un cadre stratégique visant à transformer le continent en puissance mondiale grâce à des infrastructures de classe mondiale essentielles pour dynamiser les chaînes de valeur, l'industrialisation et le commerce intra-africain. Le président, tout à l'heure, a évoqué la richesse. La richesse, c'est trois choses. C'est la consommation. C'est pour cela que je parlais de la classe moyenne tout à l'heure, qui est la principale couche qui consomme. La richesse, c'est l'investissement. La richesse, c'est le commerce. Plus on commerce entre Africains, plus on s'enrichit. Plus on exporte en dehors du continent, plus on s'enrichit. Mais plus on importe, plus on s'appauvrit. Donc, il faut aujourd'hui mettre l'accent sur le développement et du commerce intra-africain. Réseau de transnationaux de transport et logistique pour réduire les temps de transport et les coûts, avec notamment des corridors. Le président d'Afreximbank en a parlé tout à l'heure. Des corridors qui comprennent des lignes de train, c'est ce qui est prévu par l'agenda 2063, des lignes de train à grande vitesse, reliant toutes les capitales et tous les centres commerciaux du continent. Nous avons prévu, dans le cadre de la deuxième décennie 2024-2033, 17 000 km de train, normalement, à grande vitesse. Et pour la troisième décennie, 2034-2043, on sera normalement à 50 000 km, si tout va bien, de train à grande vitesse. Donc toujours les corridors, il faut les équiper également d'infrastructures routières, comme cela a été dit, d'infrastructures aéroportuaires, portuaires, énergétiques, comme le barrage d'Enga, qui est prévu être construit dans l'agenda 2063, des infrastructures numériques, commerciales pour les marchandises et les services, et la possibilité pour les Africains de circuler librement. C'est pour cela que le passeport
africain est important et il y a d'autres infrastructures également qui sont importantes, qui sont infrastructures de base nécessaires pour créer l'environnement qui permettra de transformer sur le plan économique le continent. L'éducation, l'instruction, la formation des jeunes, comme je l'ai dit, et la mise en place de toutes les infrastructures dont je viens de parler, ainsi que la création, par exemple, on en a parlé, des zones économiques spéciales, à l'image de celles qui existent ici au Togo. Tout cela doit permettre d'améliorer l'environnement global des affaires et attirer les investissements. Et c'est sur ces bases que l'agenda 2063 et son projet phare, la zone de libre-échange continentale africaine, vont permettre d'accélérer la transformation économique du continent, vont permettre d'orienter, de stimuler et de transformer le tissu productif du continent afin de capter une plus grande part des richesses et éviter la simple exportation des matières premières. Pour atteindre cet objectif, il est envisagé une articulation entre politique industrielle et chaîne de valeur régionale et mondiale. La zone de libre-échange continentale africaine cible par région des filières stratégiques à fort potentiel pour développer des écosystèmes industriels, pour monter en gamme dans les chaînes de valeur et tenir les maillons à forte valeur ajoutée. Cela a été dit tout à l'heure par le président d'Afreximbank. Ainsi, en est-il du cacao, dont l'Afrique assure 70% de la production mondiale et dont la chaîne de valeur mondiale génère plus de 100 milliards de dollars, dont 5%, je dis bien 5% à peine, sont retenus sur le continent. Pour la production du chocolat au lait, cette filière peut être liée à la filière lait des grands pays pastoraux du Sahel. Il en est ainsi du coton, cela a été dit tout à l'heure, matière première sur laquelle est centré le marché des textiles et habillements, dont la taille est évaluée à 1065 milliards de dollars en 2025. Et cette taille sera à 1955 milliards de dollars en 2034. Si on ne met pas en place les chaînes de valeur, si on exporte le coton brut, eh bien, on ne réalisera que 5% de ces 1065 milliards. Le reste de la valeur ajoutée est acquise à l'extérieur. Donc, on voit bien là l'importance de mettre en place les chaînes de valeur. Ces deux filières, cacao et coton, sont considérées avec d'autres produits agroalimentaires, avec l'industrie pharmaceutique et avec les produits miniers comme l'or et la bauxite, comme à fort potentiel pour la région Afrique de l'Ouest. Des filières à fort potentiel sont identifiées également pour les autres régions, pour l'Afrique australe, pour l'Afrique de l'Est, pour l'Afrique du Nord et pour l'Afrique centrale. Une mention spéciale doit être faite pour les minéraux critiques nécessaires à la transition écologique. Ces minéraux prennent une importance croissante dans la géopolitique mondiale. L'Afrique, dans beaucoup de cas, en a un quasi-monopole des réserves. Les secteurs clés qui en dépendent sont, comme on le sait, l'automobile, l'aéronautique, la téléphonie mobile, l'informatique, l'électronique, l'énergie, les technologies médicales.
Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, dans toutes les régions du continent, s'impose l'élimination urgente des barrières non tarifaires. Ces barrières doivent être démantelées d'urgence afin de faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises. Naturellement, l'existence de la menace terroriste rend la mise en œuvre de cette mesure difficile dans certaines régions. C'est le cas en Afrique de l'Ouest, où la situation sécuritaire se dégrade. Et face à cette dégradation, les États, en affaiblissant leur coopération sécuritaire, offrent un avantage stratégique aux organisations terroristes et criminelles. Le statu quo n'est pas acceptable. Les pays de la région doivent restaurer la confiance perdue. Ils doivent porter leur coopération sécuritaire à un niveau qui puisse leur permettre d'assurer la sécurité et la paix à leur peuple. Cette nécessité s'impose aux autres régions d'Afrique en proie à des conflits violents. C'est le lieu de saluer à nouveau le leadership du président Faure Gnassingbé, qui, en messager constant de la paix, travaille sans relâche à trouver des compromis dans la région de l'Afrique de l'Ouest comme ailleurs dans celle des Grands Lacs, avec la clairvoyance et la sagesse des hommes d'État comme lui. L'Afrique, qui n'a pas pu faire taire les armes en 2020, peut espérer y parvenir d'ici 2030. C'est une des ambitions du deuxième plan décennal 2024-2033 de l'agenda 2063, après avoir été celle de la première décennie 2014-2023. Ne pas réaliser cette ambition, c'est compromettre tous nos autres objectifs. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, la mobilisation des ressources financières pour la réalisation de l'Afrique que nous voulons est une autre question cruciale. Les besoins de financement du deuxième plan décennal 2024-2033, par exemple, sont évalués à 9 000 milliards de dollars. Cela nécessite un secteur privé dynamique qui se mobilise pour investir. Cela nécessite également le renforcement de la capacité des États à mobiliser les recettes fiscales et l'application rapide des décisions déjà prises par les États relatives à la mise en place de nouvelles institutions financières panafricaines, notamment la création d'un fonds de développement pour le financement de l'agenda 2063, le renforcement des marchés africains de capitaux, la création des liens entre marchés nationaux de capitaux, l'accélération de la ratification des traités instituant la Banque centrale africaine, la Banque africaine d'investissement, le Fonds monétaire africain et la Bourse panafricaine des valeurs. Bien sûr, il faut envisager également la lutte contre les flux financiers illicites et envisager la réforme de l'architecture financière internationale, qui, comme on le sait, est une architecture inéquitable. Les institutions panafricaines déjà existantes, comme Afreximbank, la BAD, le FSA, doivent être soutenues par les États
qui doivent par exemple faire obligation aux fonds souverains, aux fonds de pension, aux fonds d'assurance de placer leurs ressources dans ces banques. Parce que pour l'instant, tous ces fonds, pour la plupart, placent leurs ressources à l'extérieur, avec un rendement d'ailleurs qui est largement inférieur au rendement qui peut être obtenu sur le continent. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, la première décennie 2014-2023 de mise en œuvre de l'agenda 2063, dite décennie de convergence, a enregistré des résultats mitigés. Le taux de croissance économique moyen annuel réalisé sur la période a été d'environ 4%, largement en deçà des 7% prévus. La deuxième décennie, 2024-2033, est celle de l'accélération. L'objectif central de cette décennie est, pour chaque État membre, d'atteindre au moins le statut de pays à revenu intermédiaire, au plus tard en 2033. Pour que cela soit possible, certains de ces États doivent réaliser des taux de croissance économique à 2 chiffres, avec des ratios précis que nous avons calculés au moyen des formules du panel sur l'émergence et le développement. Cela nécessite une mise en œuvre accélérée et cohérente de la zone de libre-échange continentale africaine et des autres projets phares de l'agenda 2063. La mise en œuvre d'un comité de champions permettra d'en assurer la cohérence et l'institution d'une feuille de route pour chaque région permettra d'en assurer le suivi. Je vous remercie de votre attention, Mesdames et Messieurs. But you do not need to take my word for it. We want to say thank you for your support and patronage, Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen. Can we give a warm welcome for our host, the President of the Council of the Republic of Togo, His Excellency Faure Essozinma Gnassingbé. Thank you, sir, for always being behind the AFCFTA. Excellences, Monsieur Issoufou Mahamadou, ancien président de la République du Niger, champion de la ZLECAf. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Madame, Messieurs les présidents des institutions de la République togolaise, Mesdames et Messieurs les ministres chargés du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Monsieur le secrétaire général de la ZLECAf, Monsieur le Président de Afreximbank, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé international, régional, national, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je voudrais d'abord souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous la bienvenue au Togo. Cette 3e édition de Biashara Africa intervient à un moment important pour notre continent. Votre présence témoigne d'une conviction commune, celle que l'intégration économique africaine n'est plus une aspiration lointaine. Elle devient désormais une nécessité historique. Après plusieurs années de négociations, la zone de libre-échange continentale africaine entre progressivement dans une nouvelle phase, comme il a été dit précédemment. Le temps des textes et des accords cède peu à peu la place au temps de l'exécution.
Le temps de la vision doit maintenant devenir celui des résultats. Le thème de cette édition, stimuler la transformation économique de l'Afrique grâce à la ZLECAf, traduit précisément cette exigence. À cette occasion, permettez que je partage avec vous 4 réflexions. La première est que la réussite de la ZLECAf dépendra désormais de notre capacité collective à transformer une ambition politique en réalité économique concrète. L'Afrique a accompli un travail considérable pour bâtir le cadre juridique et institutionnel de la ZLECAf. À ce stade, je voudrais à nouveau rendre hommage au président Issoufou Mahamadou qui a mené cette mission avec talent, avec détermination et avec célérité. C'était une étape indispensable, mais nous savons aussi qu'aucune intégration économique ne se réalise uniquement à travers des traités. Elle se construit dans les ports, dans les corridors logistiques, dans les systèmes de paiement, dans les infrastructures énergétiques et numériques, dans les chaînes de valeur régionales et surtout dans la capacité réelle des entreprises africaines à commercer plus facilement entre elles. Aujourd'hui encore, les coûts logistiques dans la région restent parmi les plus élevés du monde. Les barrières non tarifaires persistent. Les délais aux frontières ralentissent les échanges. Et je remercie nos 2 amis, la ministre du Nigeria et le président d'Afreximbank, qui ont pointé du doigt nos défaillances. Et je demande au ministre de la Sécurité de régler cette anomalie sous 48 heures. Merci. Le financement du commerce demeure insuffisant pour de nombreuses entreprises africaines, notamment les PME. Le véritable test de la ZLECAf est donc simple. Les opérateurs économiques africains ressentent-ils concrètement les bénéfices de l'intégration? C'est précisément ce qui donne tout son sens à Biashara Africa. Cet événement n'a pas vocation à être uniquement un forum de discussion supplémentaire. Il doit être une plateforme de solutions, une plateforme de partenariat, une plateforme d'opérationnalisation de l'intégration africaine. Ma deuxième remarque est que l'intégration africaine devient aujourd'hui un impératif stratégique dans un monde plus fragmenté et plus incertain. Le contexte international connaît des transformations profondes. Les tensions géopolitiques se multiplient, le protectionnisme progresse, les chaînes d'approvisionnement mondiales se reconfigurent, les grands ensembles régionaux renforcent leur politique industrielle et leurs mécanismes de souveraineté économique. Dans ce nouvel environnement, aucune économie africaine ne dispose seule d'une taille critique suffisante pour défendre durablement ses intérêts. L'Afrique doit donc renforcer sa capacité collective de résilience. La ZLECAf constitue à cet égard bien plus qu'un accord commercial. Elle représente un instrument de souveraineté économique continentale. Elle doit permettre à l'Afrique de produire davantage localement,
de mieux sécuriser ses approvisionnements stratégiques, de renforcer ses capacités industrielles et surtout d'accroître son pouvoir de négociation dans l'économie mondiale. Pendant longtemps, l'intégration régionale africaine a parfois été considérée comme un idéal politique. Elle devient désormais une nécessité économique et géostratégique. L'Afrique ne pourra durablement peser dans les équilibres mondiaux si elle demeure fragmentée en marchés étroits et insuffisamment connectés. Ma troisième réflexion est que la transformation économique de l'Afrique passera nécessairement par la construction de chaînes de valeur régionales et par l'émergence d'un secteur privé africain, j'insiste, un secteur privé africain plus puissant. Le président Issoufou l'a dit, notre continent dispose d'atouts considérables. Les ressources naturelles sont abondantes, une population jeune, un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs, une urbanisation rapide, un potentiel important dans l'agriculture, l'industrie, le numérique, l'énergie ou même les industries culturelles. Mais nous devons reconnaître une réalité. L'Afrique exporte encore trop souvent des matières premières brutes et importe des produits transformés à forte valeur ajoutée. Ce modèle limite la création d'emplois industriels. Il fragilise nos économies face aux chocs extérieurs et il réduit notre capacité à créer de la richesse sur le continent. La ZLECAf nous offre précisément l'opportunité de dépasser les limites des marchés nationaux fragmentés afin de bâtir des chaînes de valeur africaines compétitives. C'est le sens des réflexions que vous allez mener sur l'automobile, le textile, l'agriculture, les infrastructures, le commerce numérique ou les réseaux de distribution continentaux. L'Afrique devra également faire émerger davantage de champions économiques africains capables d'opérer à l'échelle régionale et continentale. À ce stade, je voudrais légèrement diverger avec le président d'Afreximbank. Les zones économiques dont vous avez parlé, les parcs industriels, c'est vrai, sont utiles et même nécessaires. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons trouver dans ces parcs des entreprises africaines, à capitaux africains, pour que les profits restent en Afrique. Car une intégration économique ne réussit durablement sans un secteur privé fort, innovant et compétitif. Ma dernière réflexion est que l'intégration africaine ne sera durable que si elle bénéficie concrètement à la jeunesse, aux femmes et aux PME africaines. Je l'ai dit et je le répète, la population africaine est la plus jeune du monde. Cette jeunesse constitue notre force la plus importante, comme l'a dit le président Issoufou, mais aussi elle est notre plus grande responsabilité. Chaque année, des millions de jeunes Africains arrivent sur le marché du travail. Le défi de l'emploi devient donc central pour la stabilité économique, sociale et politique de notre continent. La ZLECAf doit aussi être pensée comme un projet de mobilité économique pour cette nouvelle génération. Elle doit permettre à davantage de jeunes entrepreneurs africains d'accéder aux marchés régionaux, à davantage de femmes entrepreneurs de participer aux chaînes de valeur continentales, à davantage de PME africaines de bénéficier des opportunités offertes par le commerce intra-africain. L'intégration africaine ne pourra réussir si elle reste perçue comme un projet réservé aux grandes entreprises ou aux institutions. Elle devra devenir
une réalité vécue concrètement par les citoyens africains eux-mêmes. L'Afrique entre aujourd'hui dans une période décisive de son histoire économique. Nous savons que les défis restent nombreux, mais nous savons également que le continent dispose désormais d'une opportunité historique. La ZLECAf peut devenir l'un des plus puissants leviers de transformation économique jamais entrepris en Afrique, à condition de maintenir notre volonté politique, à condition d'accélérer la mise en œuvre et à condition surtout de construire une intégration africaine pragmatique, opérationnelle et tournée vers les résultats. Le Togo demeure pleinement engagé dans cette ambition continentale par sa position géographique, par ses infrastructures logistiques, par sa vocation de connectivité régionale et par son engagement constant en faveur de l'intégration africaine. Notre pays entend contribuer activement à la construction du marché africain de demain. Je forme le vœu que cette édition de Biashara Afrique permette de faire émerger de nouveaux partenariats, de nouvelles solutions et une nouvelle dynamique pour l'intégration économique de notre continent. Vive l'Union africaine, vive la ZLECAf. Je vous remercie de votre attention.